faire en sorte que quand il y a les gens qui se battent, les patriotes qui se battent, ils donnent leur vie, ils donnent tout. Ils font des écrits qui sont audacieux, que les gens n'osent même pas porter. Il faut les acheter, il faut les lire, il faut même les donner. Parce que les gens ont du mal. Le livre Universalité africaine que j'ai écrit, je le donne à quelqu'un, il le cache, il met dans son sac. Il n'ose même pas le porter. Ah, c'est dangereux. Mais pourquoi tu as mis sémite? Mais sémite, ça veut dire quoi? Sémite, ça veut simplement dire arabe et juif. Les deux sont métis, les deux, c'est les enfants des Africains. Ayez le courage d'écouter les vrais combattants. Ayez le courage de lire les livres des vrais combattants. Parce qu'ils mettent leur vie en danger. Ils mettent leur famille en danger pour écrire des livres très audacieux, notamment Liberté confisquée. Ce livre-là, quand il est sorti, mais pratiquement tous les pays, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, chaque étudiant, chacun voulait avoir ce livre. En Côte d'Ivoire, il était interdit. Donc aujourd'hui, le livre, il est là. Il faut que chacun prenne son livre pour que Bernard Doza vienne le signer et qu'il l'offre même. C'est ça le combat. Le combat, c'est pas autre chose. Le combat, c'est ça. Le combat se fait réellement avec des actes. Mais la plupart du temps, nous faisons les actes pour les autres. Je vous donne un exemple. Le général de Gaulle. Souvent ici à la télévision, quand on parle de résistance, on dit général de Gaulle. Le général de Gaulle, il a fait la résistance. Mais en réalité, il n'a pas fait de résistance. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est parti? Non, en Angleterre, c'est ce qu'on appelle la communication et télévision. Voilà. De Gaulle est parti au Cameroun. Voilà, ça c'est la vérité. Il est parti au Cameroun. Les Camerounais l'ont hébergé. Les Camerounais l'ont habillé. Les Camerounais l'ont donné de l'argent. On lui a donné de l'argent. On dit, va faire la lutte. Mais quand il est venu ici, là, il a dit, non, moi j'étais à Londres. Hein. Les Noirs, j'ai pété la main. C'est ça la réalité. On est prêt à donner à ceux qui nous tuent, mais on a du mal à donner à ceux qui luttent pour nos propres causes, qui font que les causes avancent. Mais pourquoi vous voulez qu'on mette 30 ans là où on peut mettre une journée? Donc, chers frères et sœurs, je vais vous présenter maintenant notre grand combattant, Bernard Doza. Il a lutté. Il a dit la vérité. Ça ne plaisait pas. Mais il a quand même dit ce qu'il fallait dire et il a écrit un livre à une période où tout le monde avait peur de Houphouët-Boigny. Houphouët, depuis Côte d'Ivoire, il téléphone, il dit ça sort pas, ça sort pas. Mais qui même va oser dire, parler d'Houphouët? Déjà à la naissance, on vous donne la carte de PDCIDA. Toute la famille a la carte de PDCIDA. Donc qui va oser? Il a osé le faire, l'écrire, parce que l'écrit ça reste. On dit maintenant, t'as fait quoi? Ça reste. Et tout ce qu'il a prédit depuis ces années-là se réalise sous nos yeux. C'est-à-dire que quand on a de l'avance, on est incompris. Chers frères et sœurs, je vous demande, avant qu'il ne prenne la parole, de vous lever et d'ovationner Bernard Doza. Beaucoup de gens ont parlé ici, je ne sais pas si dans la salle il y a Nyapoto, je pensais que c'était lui qui était là, mais en fait il n'est pas aussi clair. Nyapoto Casimir, voilà. Donc Nyapoto Casimir, c'est chez lui que j'ai amené Laurent Gbagbo en 1983, après que nous ayons fait une émission à Midi Soleil, et nous avons fait une bouteille de champagne. C'était la première fois que les Ivoiriens découvraient Laurent Gbagbo à Paris. Vous savez, dans le combat que nous menons, il faut comprendre d'abord, connaître le combat avant de le suivre. C'est difficile. C'est pour ça que depuis que je suis arrivé à Paris, j'ai essayé de faire une série d'interviews sur YouTube pour que les gens essaient de voir, en reliant l'ensemble des interviews, comprendre où on a commencé le combat et pourquoi le combat n'est pas terminé. Bon, ceux qui n'ont pas suivi, qui pensent que l'arrestation de Gbagbo c'est fini, je dis dans une interview que je n'irai pas à La Haye. Beaucoup ont mal interprété cela, parce que moi, je ne veux pas aller à La Haye parce que j'ai autre chose à faire. Mon problème, c'est enlever Ouattara du pouvoir avant la fin de 2015. Mon ami Lanciné, qui est le journaliste
président de l'Association des journalistes africains de France, et qui est l'ami de tous les chefs d'État, j'aimerais bien qu'il porte le message à Ouattara. Parce que je lui ai dit pendant un an à Abidjan, que quels que soient les hommes qui le gardent, on va le prendre, et on va le fusiller, on va tuer les Ivoiriens. Oui. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. C'est le seul pays où un Africain peut arriver aujourd'hui et bénéficier de tout l'accueil qu'il faut. Je suis au Bénin depuis 4 ans. Je suis allé au Togo. Je connais comment les Ivoiriens sont accueillis là-bas. Au Bénin, si tu veux entreprendre dans une société au Bénin, le directeur doit être béninois. Sinon ta société n'existe pas. Tu crées ta propre société, il faut que le directeur de la société soit béninois. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Nous allons reprendre la Côte d'Ivoire en main. Pour qu'un Africain y entre, il lui faut une carte de séjour, un visa. Quand il rentre, on sait où il est rentré. Quand il sort, on sait qu'il est sorti. C'est la prochaine Côte d'Ivoire. Donc, le problème que tout le monde se pose, la question que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi Doza qui a passé son temps à critiquer Gbagbo Laurent, mais pourquoi Gbagbo l'appelle le 25 décembre 2010, il était exactement, je crois, vers 17h, quand j'ai reçu le coup de fil du pasteur Kouré Moïse qui me dit ton frère et toi arrêtez votre combat idéologique, il faut que tu rentres en Côte d'Ivoire parce qu'il a le dos au mur et on ne sait pas comment ça va finir. Mais attends, pourquoi on n'appelle pas les Ivoiriens de Paris? Si on appelle Doza, c'est parce que Doza était là en 83. Et avant que Gbagbo ne rentre, il y a eu des choses qu'on s'est dit. C'est pour ça. Enfin, dans les familles africaines, il y a des gens qui disent c'est parce que c'est mon frère que je préfère le critiquer le premier, pour que celui qui tombe dans le piège en pensant que je le critique, donc va venir l'attaquer, me trouve en face. C'est ce que nous avons fait. Vous voyez? Le combat ne fait que commencer, puisque Gbagbo lui-même a dit à Paris ici, au congrès du MID et après le congrès du MID, si nous allons au combat que je tombe, enjamber mon corps pour continuer, parce que le combat c'est la libération totale de la Côte d'Ivoire par la France. On dit oui, mais la France a des armées. Il dit oui, mais contre la volonté d'un peuple, aucune armée ne peut rien faire contre la volonté d'un peuple. C'est pour cela que je suis devenu un bohémien du combat pour la libération de mon pays. Et que j'ai tout laissé tomber à Paris. Je suis devenu un clochard à Cotonou. Mais au moins, je suis avec des gens en qui je peux faire confiance pour frapper ces régimes-là en plein cœur bientôt. Nous avons été trahis à Abidjan. Nous avons été trahis à Abidjan par des soldats qu'on croyait être au service de la République. Gbagbo est président de la République. Mais le soldat, ce n'est pas à Gbagbo qu'appartient le pays. Le soldat, il est payé par la nation pour se battre. Tous nos soldats ont été payés un à un par Alassane Ouattara et par l'ambassadeur de France. Des amis soldats, déserteurs de l'armée de Côte d'Ivoire sont venus à Paris. On a commencé à faire des petites réunions clandestines avec des cibles bien précises, frapper les soldats français qui sont en Côte d'Ivoire pour ne pas que Gbagbo tombe. On a commencé le travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais un jour à 1h du matin, des gendarmes français sont venus avec un mandat délivré par le procureur de la République, disant qu'à Paris, j'étais en train de former des militaires ivoiriens pour frapper les militaires français en Côte d'Ivoire. Voilà comment on m'a demandé de choisir une destination entre le Sénégal et le Bénin. Et c'est moi qui ai décidé d'aller au Bénin parce que là-bas, j'avais un ami qui est douanier qui pouvait m'héberger. Voilà comment je me suis retrouvé au Bénin. Mais on avait commencé ce combat-là parce que Gbagbo, depuis 2002, avait été pris à la gorge. Je me suis mis à Cotonou à travailler. Et puis, il y a autour même de Gbagbo, parce que mes ennemis les plus féroces sont autour de Gbagbo.
Dosa, il se critique, mais voilà, il paraît qu'il est en train de faire un plan au Bénin pour venir te renverser. Et pourtant, j'ai fait un DVD que j'ai envoyé à Gbagbo en 2008 pour lui dire voilà ce qui se prépare. Mais, comme on dit, la situation étant compliquée, des gens autour de Gbagbo, d'ailleurs, je les ai trouvés à Abidjan, ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous étiez quand on a arrêté le président? Ils ont été à la une de notre voix que Bernard Dosa il est au Bénin avec IB en train de préparer un coup d'État pour renverser Gbagbo. À la une de notre voix, qui est le journal de Gbagbo. Les articles ont été écrits par des jeunes que je connais. Et tout le monde était surpris quand je me suis retrouvé à Abidjan, au secours de Gbagbo, alors que Solo Guillaume n'arrêtait pas de m'appeler à Cotonou. Depuis 2002, il faut qu'il m'appelle parce que il sait très bien que si je vais lui écouter des Gbagbo, les plans que j'ai ici, là, ça va être difficile pour lui. Donc il n'a pas cessé. J'étais même dans la voiture qui venait à Abidjan quand il m'appelait toutes les 10 minutes. Je suis rentré à Abidjan, je suis allé. Les patriotes sont venus me prendre au corridor de Port-au-Boué et ils m'ont dit mais les gens que Gbagbo a amenés à Cotonou pour te prendre, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit je ne sais pas. Vous savez, en politique, il y a une chaîne. Quand vous voyez que la chaîne, il y a un côté qui est en panne, il faut passer de côté. Je ne cherche pas à rester là. Donc, Kouré Moïse a envoyé sous la recommandation de Laurent des gens à Cotonou. Les gens sont repartis à Abidjan, arrivés à Abidjan. De l'argent aurait été décaissé. On a parlé de 50 millions. Je n'ai pas vu d'argent. Mais on m'a appelé à Cotonou, on m'a dit bon, on dit d'attendre que l'argent ait été pris par Kouré Moïse. Il faut qu'on prenne d'abord une maison avant que tu ne viennes. J'ai attendu. Et un jour, le commandant Sika qui m'appelle, il me dit mais Dosa, le président dit qu'on t'a envoyé l'argent, tu as pris l'argent et que tu ne viens pas, pourquoi? C'est comme ça que j'ai pris une voiture de location. J'ai mis ma femme à bord, avec un bébé de 8 mois, et on a pris la route pour aller à Abidjan. Arrivé à la frontière, on dit de dédouaner la voiture. L'argent qu'on m'a remis à Cotonou, c'était épuisé quand on est arrivé à la frontière de la Côte d'Ivoire. J'ai dû donc signer une décharge au directeur de la douane, lui disant je vais au palais. Arrivé là-bas, on va lui envoyer son argent. Alors, voilà quelqu'un qui est recherché par le président d'un pays. Au premier corridor où j'arrive, des gendarmes, non, des policiers. Le policier arrive, il prend mon passeport. C'est Bernard Dosa, il dit oui. Il appelle ses collègues qui vont commencer à applaudir. Ah, mais le président a gagné, c'est quelque chose. Ça, c'est il a gagné, il a eu la victoire. Voilà Dosa qui arrive. Ça, c'est bon. Je ne me connais pas. Ils ne me connaissent pas. Je passe le premier corridor. J'arrive au second corridor. Là, je tombe carrément sur des militaires. Mais non, des gendarmes. Il y a un qui prend mon passeport. Il va, il regarde. Il dit, mais tu es Bernard Dosa, tu es l'ami de Gbagbo, toi. Tu vas étudier au président. Il n'a qu'à s'attendre avec Alassane Ouattara. S'il ne s'attend pas avec Alassane Ouattara, nous allons prendre nos responsabilités. Et on va arrêter les deux en même temps. Donc, il m'a donné mon passeport. Les gendarmes m'ont accompagné jusqu'à Bassam. Quand les patriotes sont arrivés, ils sont repartis. Le coursier que Gbagbo avait envoyé à Cotonou, ce coursier-là, qui s'appelle Fofana, c'est une histoire difficile. Fofana est envoyé par Gbagbo à Cotonou parce qu'il est le chef des renseignements au palais. Donc c'est avec Fofana qui est venu avec quelqu'un, un autre militaire, et on a discuté mon retour. Devant moi, Fofana a composé le niveau de Gbagbo et j'ai parlé à Gbagbo. J'arrive à la frontière de la Côte d'Ivoire, Fofana n'est pas là. Tout a commencé comme ça. Je suis à Cotonou, j'appelle Fofana. Fofana dit, viens à la frontière, tu auras une voiture avec 5 militaires qui vont te prendre à la frontière. J'arrive à la frontière, il n'y a personne. J'appelle Fofana, il dit, on est en route. On est arrivé à la frontière à 11h du matin. On a attendu Fofana là jusqu'à 17h. J'ai appelé mon conseil en communication, Charles Babé, qui aujourd'hui, bon, on me dit qu'on le voit banni, donc
Ça montre aussi que les Ivoiriens, c'est la même chose. J'ai appelé mon conseiller en communication à Paris, Charles Babé, qui m'a dit, bon, je vais appeler les patriotes. C'est donc lui qui appelle les patriotes. Et les patriotes étaient en route quand on a décidé de partir à Abidjan, accompagné par 2 gendarmes qu'on a trouvés là, et qui ont dit qu'on va assurer ta sécurité jusqu'à Bassam. Donc on va s'arrêter à Bassam jusqu'à ce que les patriotes arrivent. On arrive au corridor de Port-Louis, il n'y a pas de Fofana. C'est comme ça que les patriotes m'ont envoyé dans un petit hôtel de passe, où ils m'ont mis à Vridi, où le matelas était tellement pourri de puces, que ma femme a été piquée par les puces. Vous voyez, non, c'est terrible. On est resté là. Alors, on a tourné. Il y a un des responsables qui est venu me voir et me dit, fais une interview. Parce que partout où on est passé, j'ai l'impression qu'il y a eu un verrouillage. Je dis, ah bon, pourquoi? Qui a pu verrouiller? On dit, l'argent que le président a décaissé, quelqu'un a pris l'argent. Et la personne a disparu. Elle est devenue injoignable. C'est pour Moïse. C'est plus tard, quand Gbagbo est tombé, que j'apprendrai que Kouré Moïse était déjà du côté des rebelles. Et que j'ai appris que Fofana qui est venu était un agent secret de Ouattara. Puisque c'est le même Fofana qui va replanter le ministre Bakayoko à Yopougon lorsque Madi Le Tokar a été abattu. Blessé, quand il est mort à Yopougon sans médicaments, c'est Fofana qui est parti replanter le ministre Bakayoko. Et il le dit au micro, c'est même sur YouTube. Il dit, je reprends le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Voilà quelqu'un que Gbagbo a envoyé négocier avec moi mon retour à Cotonou, alors que c'est un double agent. Voici la trahison que nous avons suivie petit à petit et qui nous a surpris au bombardement du 27 mars, quand nos soldats ont disparu de la circulation, avec le chef d'état-major lui-même qui annonce qu'il faut que... Parce que j'étais à Yopougon avec les gens de Madi Le Tokar. Parce que moi, il faut que je voie pour parler. Voilà. Je n'aime pas qu'on me raconte. J'ai vu Mangou arriver, dire que la bataille est perdue. Que tous les jeunes, le cas de brûler les armes, vont aller en exil. C'est Mangou qui l'a dit. Les gens étaient surpris, les jeunes gens se sont énervés. Ils ont continué la bataille. Mais ils se sont battus farouchement à Yopougon. Il y a des enfants. Ils portent tous des pseudonymes. Il y a Rougeau, Marie-Claire. Ce sont des enfants, mais qui ont tué des soldats français. Qui ont tué des soldats français. Ils en ont tué. Et l'information n'a jamais été transmise à Paris. Vous voyez? C'est un combat difficile. Et ces enfants-là disent, la présence même de Ouattara au pouvoir, c'est une foutaise pour la Côte d'Ivoire. Qu'on ne rentrera pas. Si Ouattara est au pouvoir, alors, nous, on t'a choisi comme notre chef. Puisque Babo t'a appelé pour t'amener de l'exil. Va faire le tour du monde. Ramène-nous les moyens nécessaires, on va enlever ces types-là. Voilà comment je suis donc devenu un otage des combattants. Je passe mon temps à faire le tour du monde. Mais, vous voyez, beaucoup de gens parlent, mais ils ne connaissent pas le fond des dossiers. Le problème qui est posé, c'est que aujourd'hui, nous recherchons des militants, des vrais. Parce que toute la classe politique ivoirienne a complètement abdiqué devant Ouattara. Il faut les comprendre. Les Ivoiriens n'ont jamais attendu une bombe exploser. Les Ivoiriens n'ont jamais attendu même les Kalash exploser. Mais quand je suis arrivé à Abidjan le 14 février, au soir, vers 23h, déjà, dans le quartier, les Kalash étaient devenus réguliers dans les oreilles. Et le soir, qu'est-ce que c'est? On dit c'est un commando qu'on appelle le commando invisible. Donc il fallait qu'on apprenne à manger avec ça. Ça tire, mais on mange quand même. Et on s'est habitué au commando invisible. Vous voyez? Donc les enfants que j'ai vus à Yopougon se battre, ce sont les enfants qui ont grandi dans la rébellion de 2002. Ce sont donc des enfants qui se sont habitués
aux armes et qui ont utilisé les mêmes armes pour aller contre les soldats français, les soldats de l'ONUCI et les soldats de l'ECOMOG. C'est la première fois que je vois en Côte d'Ivoire, après le congrès du COGEP, je rends au passage hommage d'ailleurs à Blé Goudé, qui a invité toute la jeunesse africaine à venir au congrès du COGEP, et qui les a amenés à comprendre que la lutte de la libération en Côte d'Ivoire, si on a réussi, les gens vont frapper au Togo, ils vont frapper au Bénin, ils vont frapper au Cameroun. Donc les gens convaincus sont venus se battre avec Togo, avec les jeunes Ivoiriens. C'est très important. Donc, ce que nous désirons aujourd'hui, c'est les moyens pour combattre Alassane Ouattara. Les gens viennent à Paris, ils disent, mais ils vont cotiser les pauvres Ivoiriens. Ce sont des criminels. Quand on dit aux Ivoiriens, payer 500 euros, payer 200 euros, et les gens prennent l'argent de leur misère. J'ai fait la France ici 20 ans. Les gens travaillent de 5 heures du matin. Il y en a même qui font 2 ou 3 boulots. Et vous prenez leurs 500 euros. Vous leur dites, on a payé des armes, on a commandé des armes à Chine. Les armes sont en route. Dès que les armes arrivent en Côte d'Ivoire, on fait en même temps la révolution. Mais vous savez que c'est faux. Et vous prenez l'argent des Ivoiriens. Vous disparaissez dans la nature. D'autres comme la Ben Naki vont négocier avec Ahmed Bakayoko. Et retournent à Abidjan pour dormir tranquillement. Est-ce que moi qui ai commencé le combat depuis 1983 avec Babo, qui était à Abidjan pendant 1 an après l'arrestation de Babo, est-ce que je suis venu une fois à Paris ici pour dire donner l'argent aux combattants ont besoin d'argent des Ivoiriens pour se libérer? C'est la première fois que je parle. Et quand j'ai parlé, je n'ai pas demandé. Quand j'ai parlé, dans toutes les cassettes où j'ai parlé, je n'ai pas demandé aux Ivoiriens cotiser l'argent. Quand on mène la lutte là, on doit se connaître. Tout à l'heure, j'ai commencé à nommer des gens. C'est des gens que j'ai laissés sur le terrain de la lutte. Mais si ces gens ont changé, bon, les Ivoiriens vont finir par le dire. Tu vois. Moi, je reçois chaque fois les emails de Zéro Piscine sur mon mail. Elle m'envoie les emails. L'année dernière, encore, continue à m'envoyer les emails. Maintenant, si on me dit non, elle a plus dans la lutte, c'est pas possible. Bon, voilà mon ami DG qui est là. Bon, on n'a pas encore discuté. Je ne sais pas s'il est encore dans la lutte. Mais j'espère qu'il est encore dans la lutte. Tu vois. Je suis venu, je suis allé chez mon maître, Kevin Jules. Il m'a remis encore des documents sur l'ancien combat, sur le combat de Nussi, pour que je me reprenne encore de ce qui avait été donné, les enseignements qu'il nous avait donné dans les années 80, 78, 79, pour que la lutte continue. Parce que d'abord, comme l'a dit Thibault, c'est la formation. Il faut connaître la Côte d'Ivoire. D'où vient Alassane Ouattara? Pourquoi ils ont pris le pouvoir à Abidjan? Mais dans l'histoire, ça n'a pas commencé chez nous. Quand on remonte à Rome au IIe siècle, Rome était un empire prospère. Quand ils ont reçu les immigrés étaient des esclaves, on les mettait dans... On amusait le roi avec les week-ends. Ils venaient se faire dévorer par les lions et puis ça amusait le roi. Les enfants qu'ils ont fait à Rome, les esclaves, les enfants, la monarchie dit, bon, on va mettre les enfants dans l'école, ils vont apprendre la philosophie pour lire à nos enfants des histoires des après-midi. Ils ont mis les enfants à l'école, les enfants sont devenus des grands intellectuels. La 3e génération des immigrés a pris le pouvoir à Rome. Et Rome est tombé. C'est ça qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a une base historique. Quand vous recevez les immigrés, sans discontinuer, quand on les reçoit, sans chercher à comprendre, ce qui est arrivé à Rome au IIe siècle, c'est arrivé en Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, on regarde dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est une invasion. Notre pays a été littéralement envahi. Quand on regarde la télévision, du journaliste qui présente jusqu'au cadreur, même les gens qu'on interviewe dans la rue, ils sont tous du Nord. Les sociétés ethniques de la Côte d'Ivoire ont disparu au profit du Nord. Vous voyez bien que ce n'est pas pour ça que nous avons lutté. Le combat que nous avons mené depuis les années 80 contre le parti unique, c'est pour aboutir dans un état tribal. Écoutez, je pense que c'est la dernière fois que vous m'entendez parler à Paris. La prochaine fois quand vous m'entendrez parler, c'est que Ouattara a été attrapé. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai dit à Ouattara que quelle que soit l'armée qui le garde, on va l'attraper. Je l'avais dit dans un journal
qui est encore sur Internet, où je fais une interview, où j'ai dit à Ouattara que quelles que soient les armées qui nous gardent, on va l'attraper. Je suis sorti par l'aéroport. Le policier a pris mon passeport, il a regardé le passeport, il est parti dans la cage, il est revenu. Il me dit, mon frère, moi je suis du non, mais prends ton passeport, fais partir. Je n'ai même pas le droit de t'arrêter. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui le supportent. Ils savent très bien que si demain on attrape Ouattara là, ce qu'il est en train de faire, ça va se retourner contre eux. Donc il y a des gens du Nord qui ne sont même pas d'accord, mais qui sont obligés de se taire. C'est pour ça que c'est un peu difficile la Côte d'Ivoire. C'est difficile. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais nous menons un combat pour libérer notre pays. Nous menons un combat pour libérer notre pays. On me dit souvent, j'attaque les gens de Gbagbo. Quels gens de Gbagbo? Liberté confisquée, quand vous allez lire, vous allez comprendre. Quand j'ai dit que Gbagbo c'était au fond de la miniature, c'est parce que Gbagbo avait pris la même politique que Joe. Paul Nzi David, le préfet de Yamoussoukro, qui avait déclaré en 90 que le jour que Gbagbo prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, lui, il va en exil à l'étranger. Gbagbo devient président, c'est Paul Nzi David qui nomme comme son directeur de cabinet. Dans le gouvernement, il y avait plus de gens du PDCI que des militaires du pays qui ont mené la lutte. Le résultat, aujourd'hui, on l'a vu. Quand tu nommes comme ministre de l'insalubrité et l'assainissement un homme qui est l'ami personnel de Bédier, l'ami Mel Aigre Théodore. Dans la cachette, je ne l'ai pas dit, je l'ai oublié. Mel Aigre Théodore, il s'est enrichi. Il s'est tellement enrichi sous Gbagbo qu'il a construit une villa à Abidjan. Il a pris un maçon béninois. Le béninois est venu construire la maison. Et il a dit au maçon de construire, de faire une muraille qui entre un mur entre son salon à manger et sa chambre à coucher. Et de laisser dans ce mur-là, de faire un grand tour, de faire une grande passe. Et il a mis dans cette passe-là 1 milliard de francs CFA en liquide, en construisant la maison. Bon, quand tu fais comme ça, là, à l'époque des Roms, là, quand un esclave est au courant des choses comme ça, on le tue ou on l'empoisonne pour ne pas que le secret sorte. Mais comme nos gars sont naïfs sur les bords, il a laissé le Béninois aller chez lui. Dès que Ouattara a frappé la ville, le Béninois a couru carrément pour aller voir les FSI. Je connais un point où il y a l'argent. Il y a un ministre du Gbagbo qui a mis beaucoup d'argent dans sa maison. Les FSI l'ont subi. Ils ont caché le mur. Ils ont compté l'argent pendant 2 jours, en billets de 10 000. Quand ils ont fini, maintenant ils ont regardé le Béninois. Et toi, tu veux quoi? Il dit non, mais on avait prévu que sur le milliard, là, vous me donnez au moins 500 millions. Il dit bon, écoutez, voilà 5 millions de francs. On te donne 24 heures. C'est la Côte d'Ivoire. Si on te voit encore, va dire. Voilà ce qui est arrivé avec le ministre de Gbagbo. Notre ami Kone Katina qui parle depuis le Ghana. Je ne critique pas les gens. Je dis les faits. Je suis un journaliste d'investigation. Je dis les faits. Le peuple souffre. Et il y a des gens qui ont l'argent pour donner aux combattants, pour aller au Ouattara, mais qui refusent. On voit aujourd'hui Gossio, non? Ouais. Gossio est en train de défiler avec Afi Nguessa. Afi qui a été acheté par Gbagbo. Mais d'où vient l'affaire d'Afi? Il faut que j'explique l'affaire. Non, par Alassane. Ah, par Ouattara, pardon. D'où vient l'affaire d'Afi? Afi n'est pas un grave. Non, non, non. C'est que vous n'avez pas bien compris le dossier. Il y a un dossier. Afi a gardé rancune à Gbagbo le jour où Gbagbo a arrêté sa femme qui. Voilà. Et il a manifesté à Gbagbo. Gbagbo a dit non, mais elle a volé l'argent pour la mettre en prison. Afi partait chaque soir en prison pour dormir à sa femme. Et le matin, il sortait dans ma cave. Tu vois? C'est comme ça que l'animosité a commencé. C'est comme ça que l'animosité a commencé. Quand on laisse Katina, on revient sur Afi Nguessa. Fini Katina, voilà. Donc, obligé. Afi Nguessa en voulait à Gbagbo à cause de sa femme. Ça a commencé comme ça. Avant que Gbagbo ne tombe, Afi Nguessa avait négocié déjà avec Ouattara pour le poste de Premier ministre. C'est pour ça que tout le monde est sorti, lui n'est pas sorti. Parce qu'à Abidjan, il y a un lot qui est sorti
Et il y a un lot qui est resté. Ceux qui sont restés là, on les connaît. Hein. Moi, j'étais à Abidjan. Je les ai rencontrés tous. Ceux qui sont restés là, on les connaît. Donc, ceux qui sont restés là, la Mané Nguessan, la fille Nguessan, il y avait aussi... non, il y a eu l'ancien ministre de la Solidarité nationale, là, des Babou. Non, Guégué, Danon Guégué, voilà, qui est resté. Tous ces gens-là, on a essayé, moi j'ai essayé de me renseigner, je me renseigne toujours. Il y a un seul gars qui est à Abidjan, décaisse facilement l'argent. C'est Ahmed Bakayoko. C'est à lui que Ouattara donne l'argent pour corrompre les gens. Donc ceux qui sont restés à Abidjan, là, nous qui sommes restés à Abidjan, là, mais l'argent est fini. Quand tu vas demander l'argent à un ministre, il dit non, non, appelle, va, si tu. Je suis. Et comme moi, je suis un naïf sur les bords, j'appelle tous les gens qui étaient à Babou. Donc j'appelle Gervais Koulibaly, qui a été porte-parole de Babou. Je l'appelle, on se rencontre au restaurant Paco. J'ai dit, mais Tagro m'a mis dans une maison, elle coûte 600 000 francs par mois. Voilà que Tagro est mort. Babou est arrêté. Je manque d'argent pour payer la maison. Il dit, ah, mais, cher ami, c'est difficile. Parce que, aujourd'hui, là, c'est difficile. Je connais un interlocuteur, mais si tu acceptes de le voir, il faudra que tu mettes un peu de la convaincre. Chaque jour, tu attaques Ouattara, c'est pas bon. Et mais de quel interlocuteur tu parles? Il dit, non, c'est un monsieur très gentil. Il est très bien. Je dis, bon, on peut le voir quand. Il dit, ce soir même, à 18h, il vient chercher. Il vient me chercher, il m'amène chez qui? Chez Bakayoko. J'ai dit, mais pourquoi tu m'amènes chez Bakayoko? Bakayoko, là, c'est pas un bon type. Il dit, non, mais c'est la seule personne qui peut décasser. Faisons la stratégie. Babou même l'a dit. Si on n'a pas de moyens, il faut qu'on aille chez l'ennemi prendre l'argent. Et après, on prend l'argent, puis on va en travail. Et on se retourne au compte, on lui dit, ça, là, cette morale-là, je n'ai pas. Si tu prends l'argent de Bakayoko, Bakayoko va téléphoner à tous tes amis pour leur dire, j'ai donné hier 10 millions à Dosa. Et c'est pas bon. Il dit, mais quand tu es arrivé là, tu as vu le président? J'ai vu le président. C'est Tagro qui m'a donné 10 millions, c'est Tagro qui m'a envoyé dans la maison où je suis là, à les clés. Donc si le président est arrêté et que Tagro est mort, il cherche un peu d'argent pour payer mon transport, pour le partir à Cotonou où j'étais. Et voir comment je vais revenir plus tard. J'ai dit, bon d'accord, mais... Donc je ne veux pas prendre l'argent de Bakayoko, puisque Bakayoko a déjà pris l'argent pour moi. Pour payer même, pour solder. Je devais 7 millions 800 000 à la maison, 600 000 francs par mois, et fait un an dedans. Donc il me dit, mais il a pour la maison. Il dit, non, pour la maison là, je vais essayer d'aller voir quelqu'un. Donc je suis parti voir Mané Nguessan. Bon sang. Il faut qu'on connaisse ce qui se passe à Abidjan, pour ne pas se tromper de combat. Tu vas aller voir quelqu'un, tu dis, oui, mais c'est un homme de Babou. Oh, lui, il est déjà à Ouattara depuis longtemps. Oh, tu peux même être assis dans son salon et puis la police politique va venir t'arrêter. Il faut donc connaître les gens. Je vais voir la fille Nguessan. Mané Nguessan. Mané Nguessan qui me dit, mais je lui explique mes problèmes. Il dit, bon, ce qu'on va faire, bon, je vais aller voir la direction du FPI. On va essayer de voir si on peut te trouver un peu d'argent. 2 jours, j'appelle, il y a rien. 3 jours, il y a rien. 4 jours, je me prends, on n'a plus rien à manger à la maison. Il dit, oui, je suis en train de réfléchir. Bon. Et je trouve un petit qui est assis là. Un petit gourou. Qui me connaissait, qui est un membre de la FECI. Il me dit, il m'appelle, il me dit, grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis venu voir Mané, parce que voilà, je vais lui expliquer. Il me dit, mais tu es chez la mauvaise personne. Abidjan. Il me dit, tu es chez la mauvaise personne. Il dit, ah bon? Mais celui-là, il a été ministre de Babo, il a été ministre de l'Éducation. Il dit, tu es chez la mauvaise personne. Il dit, ah bon? Il dit, si tu es de l'Ouest, va voir Douati. Il dit, ah, même dans le FPI encore, il y a ça là. Il faut que j'aille voir Douati. Quand je suis de l'Ouest, il dit, ah, c'est comme ça ici. Je pensais que le petit avait menti. Il appelle Douati. Douati dit, bon, viens. J'arrive là, j'explique mon problème à Douati. Douati dit, bon, ce soir, je vais te régler ça demain. Il est venu, c'est Douati qui m'apporte 2 millions. Alors, il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Il dit, ah, il y a une bataille à l'intérieur du FPI pour savoir qui va prendre la direction du parti. Nous, les hommes du Ouest, là, on dit que Babou a déjà fait sa part, donc on n'a plus notre place. On ne sait pas. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Donc c'est Douati qui paye
qui me donne les 2 millions pour manger, pas pour payer la maison est à 7 800 000. Parce que quand je vais faire le tour de tout le monde, les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. J'ai pris rendez-vous avec le grand Tologo, qui est le conseiller spécial de Laurent Gbagbo, qui était le président de quoi là? Je l'appelle, je dis, président, ça fait quelques jours que je ne mange pas avec ma femme. Est-ce que je peux venir te voir pour que tu puisses me trouver quelque chose? J'arrive chez Fologo. Il a habillé comme on peut voir, il s'est mis dans son machin. Il arrive là, il s'est mis au garde à vous. Il m'a dit, mais Dosa, mais je vais même t'appeler Ouattara à ton propos. Il dit, mais pourquoi tu appelles Ouattara? Il dit, c'est pour... La réalité en Côte d'Ivoire, c'est ça. Ce n'est donc pas pour rien qu'on voit les gauchos, qu'on voit les mêmes Bolo Saïd, qu'on voit les gens comme ça défiler et être mis à la une du journal Le Patriote, qui est notre ennemi héréditaire. Le Patriote a écrit sur moi après la conférence de liberté confisquée. Le Patriote a écrit sur moi parce que les étudiants de la PCI m'ont invité à Abidjan. Le Patriote a écrit à la une avec ma photo, même pas ma photo. Ils ont fait un dessin, une caricature. Et ils ont renversé sur la tête de la caricature du goudron. Et ils ont écrit Bernard Rosaou de retour des clochards. En 92. Donc, le Patriote là, Ouattara a créé ce journal contre la gauche. Quand on te met à la une du Patriote, c'est que je l'ai acheté. Ça, c'est la leçon que je vais avoir. Si tu vois un homme de gauche à la une du Patriote là, c'est que Ouattara lui a déjà donné ça. Il n'est plus à gauche. Si tu te trompes, tu vas chez lui, la police politique peut venir t'arrêter là-bas. Donc, quand j'ai vu Afin Guessan à la une du Patriote, j'ai dit, ben, c'est terminé. Il faut que le FPI change et trouve quelqu'un de bien. Mais comme Afin Guessan est président du FPI, il ne veut pas organiser les élections, donc il reste du président du FPI et il va travailler avec lui. Donc, chaque fois que les originaux du FPI veulent se réunir, on envoie la police politique, ou bien on envoie les anciens combattants, les FSI, qu'on n'a pas pu intégrer dans l'armée. Voici les réalités de la Côte d'Ivoire. Voici les réalités de la Côte d'Ivoire. Comme les gens se plaignent, je vais arrêter de parler de ceux qui ont trahi le FPI. Donc, c'est important. Tu vois, alors, voilà l'histoire de notre combat. L'histoire de notre combat, pourquoi je parle des milliardaires du FPI? C'est parce que cela fait pratiquement 3 années que j'ai fait le tour de tous ces milliardaires-là pour nous aider à frapper le régime d'Abidjan. Personne ne veut financer une action militaire contre Ouattara parce qu'eux tous ont l'espoir que Ouattara va lever. Il va lever les blocages, tout ce qu'il a fait sur les masques. Aujourd'hui, Gauchio, l'Union européenne, sous l'injonction de Ouattara, a levé le gel de la voie de Gauchio. Gauchio est maintenant conseiller au port d'Abidjan, conseiller du nouveau directeur du port que Ouattara a nommé. C'est Ahmed Bakayoko qui a été cherché Gauchio au Maroc. Alors, je ne comprends pas. Voici des gens qu'on disait qui étaient avec nous, mais en réalité qui n'étaient pas avec nous. Et c'est ça qui nous fait mal. C'est ça là qui nous fait mal. Parce que nous sommes obligés d'aller maintenant voir des étrangers à la Côte d'Ivoire. Des gens qui vont dire, je te donne 100 000 francs, mais quand tu gagnes là, tu vas me donner le port. Et pour 100 000 francs, tu vas prendre le port. Il dit, je vais prendre le port. Quand je vais finir de faire mes 100 000 francs, après maintenant, bon, je vais me détirer. Ce sont les nouvelles réalités que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela que vous me voyez traîner partout, tourner en rond. Parce qu'on ne trouve pas dans notre propre pays quelqu'un qui peut financer la libération nationale. Voilà le fond du dossier. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Parce que demain, là, si on a emprunté l'argent à un vendeur de drogue et qu'on a financé la libération, là, il y en a qui ne vont même pas vivre le lendemain. Parce que la liste, là, on la connaît. Vous voyez? Quand j'ai rencontré Babou Assini, il m'a donné un seul nom de quelqu'un qui était son comptable personnel et à qui il a donné les moyens de garder l'argent à l'abri pour la résistance. J'ai pris au moins 5 combattants partout au domicile de ce monsieur. Si je dis encore ce nom, les gens ont dit, mais c'est pas vrai, il ne faut pas dire l'autre.
Non, c'est pas important. C'est l'occasion de dire. Non, c'est pas dire. Donc, il y a des secrets de voiture. D'accord. Donc, vous voulez que les gars les secrets? D'accord. Donc, mais je vous conseille quand même que je ne suis pas venu chercher l'argent avec les Ivoiriens. Je leur demande simplement d'acheter un livre. Il y a 20 €. Avec ce livre, avec les 20 € là, je vais me débrouiller avec mes petits combattants. Donc voilà le lot des livres là. Si vous pouvez me prendre 2 chacun, ça me fera plaisir. Plutôt que de vous demander de me donner un chèque. Il ne faut pas que j'attende un dosage de je dois donner un chèque de 500 €, non. Non. J'achète 5 livres, tu me donnes le chèque d'un livre à 20 € fois 5. C'est une contribution. Je ne veux pas devoir, même moralement, à quelqu'un, parce que la libération, c'est au nom de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au nom d'une personne. Donc si les Ivoiriens ne se sentent pas concernés, on ne peut pas les forcer la main. Voilà donc le combat que nous menons. Voilà le combat que la Côte d'Ivoire, qui fait que la Côte d'Ivoire souffre. On a un monsieur, un sanguinaire, un criminel de grand chemin, un bandit, qui a décidé qu'il faut qu'il mette la Côte d'Ivoire là sur sa carte de visite. Il a été DGA du FMI, il a occupé tous les postes les plus importants, mais il faut que sur son carnet d'adresse là, il ajoute Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et sa femme Dominique a dit que pour que son mari prenne le pouvoir à la Côte d'Ivoire, même s'il faut tuer tous les Ivoiriens, elle le fera. Ça, on le sait. Alors quelqu'un qui parle comme ça, vous allez encore chercher à être candidat avec nous aux élections présidentielles? C'est un manque de conscience. C'est pourquoi j'ai écrit sur Ivoire Business que ceux qui vont participer aux élections présidentielles, ceux qui se portent candidats, on ne peut pas garantir. Hein. Tu vois? Le trésorier de Gbagbo, qu'il m'a dit, va les voir, s'il m'arrive quelque chose, on est parti le voir. Quand on est arrivé, sa main était là. Quand les combattants ont attrapé le gars, ils ont commencé à lui mettre les pistolets là, les calaches là, dans le cou. La vieille s'est déshabillée. Elle a enlevé son caleçon. Elle a commencé à crier au nom de Jésus. Comme moi je suis un grand chrétien, quand elle a dit Jésus 2 fois, elle dit bon, laissez-le. On aura le temps de le reprendre. Mais il est rien pour attendre. Il a dit qu'il n'a pas un rond. Alors on est en train de tourner aujourd'hui. On cherche des opérateurs économiques étrangers pour nous aider à quitter notre pays, alors qu'il y a des multimilliardaires qui sont à Abidjan, qui sont assis sur l'argent. Il y en a même qui mettent l'argent dans les murs de leur maison. Kona Bédié est la première personne qui a fait ça à Abidjan. À Daoukolo, avant qu'il ne tombe, il avait mis 5 conteneurs, plein de milliards par conteneur, au moins 7 à 6 milliards par chaque conteneur. Quand il est tombé, il est venu à Paris ici. Pour redevenir président du PDCRDA, il a demandé à ce neveu d'aller déterrer les conteneurs. Et ils ont déterré les conteneurs. Ils ont donné à chaque député du PDCI 25 millions. Donc quand ils sont arrivés au Congrès, il n'y avait pas de candidat contre Kona Bédié. Folgo me l'a expliqué en détail. Il dit, j'ai voulu me porter, j'étais candidat. Au moment où j'ai levé la main, il y a 5 petits babouis qui sont venus autour de moi. Je dis, toi, tu ne te lèves pas ici. Ici, là, tu ne te lèves pas. Si tu te lèves là, tu ne sors même pas de la salle ici. Et bien, je suis candidat, il faut que je parle à mes... je parle à ceux qui vont voter. Il faut qu'on me choisisse. Non, toi, tu ne te lèves pas. C'est comme ça que Bédié a été élu par acclamation. Donc, la question là, de la thésaurisation de l'argent en Côte d'Ivoire, c'est un phénomène banal. Tous les milliardaires ivoiriens mettent leur argent dans le sous-sol de leur maison ou bien à la campagne. On le sait. Donc, si on cherche dans les banques, on ne trouve rien. Alors, il faut aller les voir pour qu'ils financent au moins la libération nationale. On ne trouve aucun milliardaire ivoirien qui veut financer la libération nationale. Et aujourd'hui, là, on oublie de regarder notre pays chaque jour. Alassane Ouattara tue les enfants pour aller adorer ses démons. Pour gagner certainement une coupe d'Afrique. Ouais. On se prépare les élections présidentielles, on va encore voir les disparitions à Abidjan. Chaque fois qu'il veut prendre le pouvoir, il faut qu'il tue, ça met le sang, il gouverne. Un homme comme ça, comment on peut encore trouver des gens qui le défendent et puis leur serrer la main? Et je vois à Abidjan, des gens comme Afingessa, tendus jusqu'à la moelle. Tu vas aller voir Ouattara. Mais Ouattara va te donner quoi? Toi qui as un avenir présidentiel, tu vas te mettre à genoux devant Ouattara, pourquoi? Voilà comment l'Ivoirien aime l'argent. L'Ivoirien aime l'argent. Il n'a pas de personnalité à cause de l'argent. Il vend même ses propres parents à cause de l'argent. Voilà où on est arrivé aujourd'hui. Donc, je suis venu vous voir pour qu'on discute
pour que vous m'attendiez discuter. Si vous me voyez me promener, je ne me promène pas parce que je suis fatigué. Non. C'est pas parce que je suis vieux. Non. Même je suis venu ici là. On m'a encore proposé même de travailler dans la chaîne de télévision. J'ai dit non, pour le moment là, je n'ai pas fini ce que j'ai à faire. C'est libérer mon pays. Quand je finis là, je vais revenir après. Pour le moment là, je n'ai pas vraiment le temps. Ce qui est dans ma tête là, c'est pour former les jeunes gens. Donc voilà ce que nous faisons à Côte d'Ivoire depuis le 11 avril. Parce que le 11 avril, ça a été une grande catastrophe pour notre pays. On a été le seul pays pour mettre au pouvoir quelqu'un. On nous a bombardé pendant 16 jours. 16 jours. Et quand je dis un bombardement, c'est plus que Beyrouth. Vous êtes en train de manger, et puis quand la bombe tombe, la table se renverse. C'est ce qu'on a vécu à Abidjan. Aujourd'hui, quand on voit les gens qui meurent à Abidjan, c'est le traumatisme, c'est pas autre chose. Les gens ont des maladies bizarres, c'est pas autre chose. C'est le bombardement. On nous a bombardés. Les hélicoptères ont tiré des missiles sur les maisons. On nous a bombardés. Une ville de 7 500 000 habitants. On nous a bombardés. Et il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. L'Assemblée nationale de la France, qui se proclame démocratique, a empêché la demande de Colonos de faire une commission d'enquête en Côte d'Ivoire pour qu'on sache pourquoi la même façon a tiré sur les Ivoiriens. Ça a été repoussé par l'Assemblée nationale. Donc, personne ne sait aujourd'hui. On s'est contenté du chiffre que Ouattara a donné, qui est un chiffre parcellaire, puisque c'est la conférence de presse que Kakou Djikawi a fait au siège du PDCI. C'est Kakou Djikawi qui a dit que bon, ils ont réussi, ça va, par cas, j'imagine qu'ils ont réussi. Ils ont compté les militants du PDCI qui ont été tués, il y en avait 3000. Alors, comme ils peuvent identifier les militants du PDCI parmi les morts, là. Donc, ceux qu'ils ont reconnus, c'est ceux-là qu'ils ont dit 3000. C'est aussi de 3000 là que Ouattara a pris et qui a fait comme le bilan de toutes les tueries en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on voit Gbagbo à la haine. Et vous voulez qu'on puisse marcher comme ça? Il y a des gens qui disent, bon, on va aller marcher. Mais vous allez à la haine, pourquoi? Vous allez marcher. Mais les gens, vous regardez, ils disent, ceux-là n'ont rien compris. J'ai écrit un papier depuis Cotonou, il dit, au moins, faites un effort. Rendez le pays ingouvernable par des manifestations monstres. Empêchez Ouattara de gouverner. Comme ça, les Occidentaux vont réfléchir. Ils vont penser à dire, bon, comme le sous-préfet qu'on a mis là-bas n'arrive pas à gouverner, il faut qu'on trouve un moyen pour négocier. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que Gbagbo soit candidat aux élections présidentielles, pour qu'on puisse voir clair dans les élections de 2010. Donc, le problème est là. Nous disons que ça, le problème, le combat pour la Côte d'Ivoire, quel que soit ce que les gens vont faire, quel que soit où ils vont aller, mais il y a toujours un combat commun pour un pays, pour un peuple. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de mourir pour au moins l'avenir. Je vous remercie. En tout cas, acclamez encore très fort. Donc maintenant, nous allons passer et de réponses. Notre ami ici présent va prendre 4 questions. Une fois que les 4 questions sont répondues, on fera la suite. S'il y a un mouton ivoirien qui est candidat contre Alassane Dramane Ouattara, si les élections sont transparentes, ce mouton ivoirien va pas battre Alassane Ouattara. Je le dis, mais je suis sincère dans ce que je dis. C'est pour cela que je suis un peu contre ce que vous venez de dire tous les deux. Il ne faut pas aller aux élections. Le parti significatif, comme le FPI ne veut pas aller aux élections, laissons les autres aller aux élections. Et puis on va les soutenir pour enlever Ouattara. Excusez-moi, moi je dis, voilà. Bon, maintenant vous dites on va l'attraper. On va l'attraper comment? Il a la force avec lui actuellement. On l'attrape comment? Allons aux élections, on va le buter, c'est sûr qu'on va dire, les consorts, on va gagner, et puis après on règle nos problèmes entre nous. Mais il faut qu'on enlève Ouattara d'abord. Ne dites pas on va aller l'attraper, on ne pourra pas. Voilà ce que je voulais poser comme question. Merci. Merci. Troisième personne, monsieur Camara. D'abord, vous avez des armes, je l'ai dit. Je l'ai dit, ici, Zékou est là. Il y avait Crasso. Je l'ai dit, il faut argumenter, il faut proposer. Puisque c'est Sarkozy qui a tué Kadhafi. Puisque c'est Sarkozy qui est allé militairement prendre Gbagbo. Puisque les juridictions françaises ne veulent pas juger Sarkozy. J'ai demandé, Christine Zékou est là,
Grasso, je ne sais pas s'il est là, j'ai dit, on va constituer ici ce qu'on appelle un tribunal de la diaspora ivoiro-africaine. Et ce tribunal va écrire aux juridictions françaises, en commençant d'ailleurs par Christian Taubira, en disant, puisque vous ne pouvez pas envoyer Sarkozy à la haine, vous n'êtes pas, enfin, on ne le fait pas pour les personnalités françaises, un peu comme les Américains ne le feraient pas pour George Bush. Nous avons fait un tribunal de la diaspora à Paris et nous disons que nous condamnons Sarkozy pour avoir tué Kadhafi alors qu'on pouvait neutraliser Kadhafi. C'était uniquement pour ne pas que Kadhafi parle. Nous condamnons Sarkozy parce qu'il est allé militairement prendre Gbagbo. Mais si on fait ça, ça c'est simple. Ça, voilà quelque chose qu'il faut creuser. Mais ça ne vous coûte même pas cher. Vous faites venir des juristes, on constitue ce tribunal de la diaspora ivoiro-guinéenne, et africaine disons, et voilà notre jugement. Ça fait partie des noyaux durs du monde. Il y a 64 ans. Mais là, tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que vous avez... Les militaires ont dit que les Ivoiriens ont tué des Français à Abidjan. C'est des Français militaires, bien des Français civils. Ça, c'est ma première question. Maintenant, vous, Loza, dans quel camp vous vous situez aujourd'hui par rapport à ce que vous dites? C'est ma deuxième question. Ma troisième question, vous êtes encore dans les critiques. Dans les critiques, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Situez-vous par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce pouvoir de Laurent Gbagbo. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu aigri du fait que le président Gbagbo ne vous a pas nommé. Ça c'est certain, vous étiez un ami proche comme vous l'avez dit. Peut-être que c'est ça que vous voulez critiquer ici, ou alors, je ne comprends pas d'où viennent ces critiques aussi violentes. Je ne peux pas dire mensonger, ça serait grave pour moi, ce ne serait pas poli. Mais justifier où, dans quel temps vous jouez aujourd'hui? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis à Paris, sur Champs-Élysées. Il y a un bureau de communication. Cameroun Lima est un chef d'État. Je suis à Cotonou. Je n'ai même pas de maison où dormir, je dors chez les gens. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas la révolution en Côte d'Ivoire. Il y en a combien qui sont avec nous, qui ont abandonné tout à Paris, qui m'ont joué à Cotonou? Ceux avec qui je suis là-bas, qui sont dans les villas, c'est les anciens dignitaires du Gbagbo. Moi, je n'ai même pas de maison à Cotonou. Je dors dans les salons des gens. Parce que j'aime mon pays. Et Gbagbo m'a dit en 88, quand tu aimes ton pays, il faut apprendre à sacrifier ce que tu as de plus cher à toi. Tu ne vois pas tes enfants grandir, tu ne travailles pas pour les nourrir, tu abandonnes tout le monde et tu vas à la quête de la liberté de ton pays. C'est ce que je fais. Je fais rien d'autre. Je ne suis pas né griot. Il y en a qui ont l'âme du griot. Ah, Gbagbo il est bon, Gbagbo il est gentil, Gbagbo était ceci, il était cela. Gbagbo avait ses défauts. Il faut le dire. Quand tu aimes un ami, tu lui dis la vérité. Et c'est ce que j'ai continué à dire. Depuis 1991, c'est pour ça que les Ivoiriens ne me comprennent pas. Mais quand je parle, il faut écouter ce que je parle et puis voir si entre ce que je dis, il y a une concordance avec ce que je fais. C'est pourquoi j'ai commencé en disant, Gbagbo m'a appelé. Et j'ai pris une voiture à Cotonou avec ma femme et mon enfant pour aller sous les bombes à Abidjan. Combien de personnes il a appelé à Paris? Toi, tu t'es limite. Tu es venu chez moi avec les de compagnie. Est-ce qu'il t'a appelé? Pourquoi il m'appelle moi? Il ne t'appelle pas toi. C'est ça. C'est ça. S'il m'appelle, il sait pourquoi il m'appelle. Donc, le problème du gouvernement, ça c'est petit. Est-ce que quand on s'est, lui et moi, réunis pour discuter la création du MID, tu étais là? Moi, je cherchais des gens. Lui, il est parti jusqu'à Bordeaux pour voir les Guéoun et compagnie, y compris les Codés. Il est venu avec le groupe et on est allé à Sénétine pour faire le congrès du MID. Mais avant le congrès, tous les chefs politiques, les étudiants qui avaient la parole à Paris, c'est moi qui les quittais. Pourquoi on se rencontre? On se rencontrait à Montparnasse d'abord. Il y a un café qu'on appelle le café à Montparnasse. Et il y a un autre café à Place d'Italie qu'on appelle, qui n'existe plus maintenant aujourd'hui, qu'on appelle le Rosès. C'est là qu'on a commencé les petites réunions par groupe. Et ayant reçu Gbagbo à la radio, j'étais un peu le porte-parole, pour ne pas dire le secrétaire. Les gens veulent voir Gbagbo, c'est moi qu'on appelle. Donc il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit,
qu'on n'a pas dit à tous les militants. Le combat que nous devons mener, le FPI a été créé pour le combat de la transition pacifique. Et dans le même congrès du MID, là, on était 2 branches. Si tu avais assisté au premier congrès, non, au deuxième, pour l'installation de la première cellule du MID à Paris, tu as vu le discours que connaît notre ami qui a été arrêté par Ouattara récemment, qui est venu dénoncer la transition pacifique à la démocratie comme étant... À ce congrès-là, on a discuté de la séparation du combat. Les Babos partaient s'ils échouent, nous on prend la relève, c'est pour ça que les Babos m'ont appelé. Donc tout ce que j'ai dit, c'est pas là que non plus, ce que tu dois regarder quand un homme politique parle, c'est les actes qu'il pose. Est-ce que tu m'as vu avec Ouattara? Tu m'as vu avec Sorogio? Et pourtant ils m'ont appelé. Vous pouvez même m'approprier des postes pour nourrir ma famille. Et c'est j'ai accepté. Aujourd'hui, là où je suis, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de maison où dormir. Mais je continue le combat pour libérer mon pays. C'est cette dynamique-là. Quand un homme politique qui est en face de toi voit ça là dans toi, quel que soit ce que tu vas dire, c'est pas ça. Ça, c'est le boulot des pistes. Babo ne m'a pas appelé, mais pourquoi? Quand il m'a appelé, je suis allé à Abidjan. Il y a des gens qui sont allés à Abidjan, qui étaient du MID, qui sont allés à Abidjan, qui ont tourné dans Abidjan jusqu'à qu'ils sont revenus à Alger, Toué, à Paris. On se connaît. Et pourtant, ils étaient dans le MID. Ils sont partis, Babo était au pouvoir. Ils sont obligés de m'appeler à Paris pour que j'appelle Babo pour dire qu'il faut recevoir telle personne. Pourquoi? C'est parce qu'on se connaît. On sait ce qu'on s'est dit. Il ne suffit pas d'appartenir à une organisation. Il faut être dans le combat. Le combat, c'est la trajectoire. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis encore là en train de parler. Dans quel camp je me situe? Je suis dans le camp de la révolution. Je suis un révolutionnaire fini. Je suis dans le camp de la révolution. Je ne verrai jamais dans un gouvernement ivoirien tant qu'on n'a pas fait la révolution anticoloniale. Notre ennemi, c'est la France, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On va combattre la France en Côte d'Ivoire. Et la France va tomber en Côte d'Ivoire. Si elle tombe en Côte d'Ivoire, elle va tomber à Lomé. Si elle tombe à Lomé, elle va tomber à Côte d'Ivoire. Elle va tomber au Cameroun. Elle va tomber dans toute l'Afrique francophone. C'est le combat que je mène. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre qui me carbure. Hein. Si c'est des propositions pour travailler là, il y en a plein de propositions. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans un gouvernement. Il suffit que je dise aujourd'hui, j'ai des amis sur les Champs-Élysées, ils m'ont proposé de venir, on va travailler dans leur cabinet. Je vais leur apporter les chefs d'État africains, je vais leur apporter les hommes politiques qui veulent prendre le pouvoir. Et on partage les bénéfices. Et demain matin, tu me vois rouler dans une grosse voiture à Paris avec un chauffeur. Quand tu vas me demander, je ne suis plus dans le combat. Mais quand je suis dans le combat, là, tu me verras marcher à pied, tu me verras dans le métro. C'est parce que je suis dans le combat là, que je souffre. Ce n'est pas pour autre chose. Babou Alaï, là, tu penses que moi je suis intéressé pour aller voir Babou Alaï? Je ne sais pas ce que j'ai à faire. Je ne sais pas ce que j'ai à faire pour que Babou quitte la haie là. Je connais l'homme blanc. L'homme blanc ne discute avec moi que quand il a le couteau à la gauche. Est-ce que c'est les manifestations en Paris des démocrates qui vont amener ce pays à dire bon, on n'avait pas compris bien. Babou, la CPI ne connaît pas, le blanc ne sait pas. Depuis que Babou était encore à l'école, on le suivait de près. Depuis le lycée, on le suivait de près. Jusqu'à ce que le pays, là, on sait où il veut en venir. Et ce qui a énervé Sarkozy, ce qui a énervé les pencheurs blancs ici, c'est que le type est tellement politiquement avancé qu'il les a manipulés. Il les a tournés en rond. Et c'est ça qui les a énervés, c'est pourquoi ils ont bombardé Abidjan. Parce que pour eux, le nègre n'est pas intelligent. Le nègre n'est pas intelligent. Écoutez, il faut écouter l'avant-dernière interview qu'il a accordée à LCI. Quand je l'écoute, je rigole seul. Parce que même le journaliste qui fait l'interview ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas ce que Babou dit. Voilà quelqu'un qui a en train de bombarder sa villa sa maison depuis une semaine. Il a encore le temps de rigoler, de plaisanter. Ça, c'est le Babou pur. Voilà. C'est pourquoi il dit que c'est quelqu'un qui est tellement avancé politiquement que les gens ne le connaissent pas. Tu vois? C'est compliqué. Parce que, comme on dit chez nous, les Africains ne réfléchissent pas. Ils ne peuvent pas concevoir. Donc là, on trouve un Africain qui est un peu trop en avance, on considère que bon, il n'a pas à être là. Voilà ce qui lui arrive, il n'y a rien d'autre. Donc, les combattants, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on parle de responsabilité. Quand il m'a appelé, je sais de quoi on a parlé. Je lui ai dit, président, si tu te fais attraper ou bien si tu te fais tuer, on va avoir un problème. Les leaders africains, on en trouve un tous les 50 ans. Donc, même 100 ans. Il faut composer, faire comme au Fou Boigny, tu composes
Et puis tu restes là, il dit oui, mais ils m'ont proposé de juger tous les patriotes. D'arrêter Simone Gbagbo, d'arrêter tous ceux qui ont donné le discours anti-français. Tu ne me vois pas en train de juger Simone Gbagbo, c'est ce que vous pouvez faire. Si moi j'ai fait ça, je n'aurai plus le courage de regarder les voilà en face. Donc je préfère mourir quand ils vont venir me prendre. On s'est quitté. On s'est rencontrés pendant 2 heures, quelque part, sur la route de Bassat. Il dit, bon, écoute, si c'est ce que tu choisis. Il dit, mais moi, et qu'est-ce que tu en penses? Il dit, moi, je ne sais pas moi. Tu essaies de voir. Moi, je pense qu'il faut négocier. Parce que Koulibaly Gervais m'avait déjà dit qu'il y a un Français là, un VLP, qui est venu avec une lettre. Quand le gouvernement français envoie quelqu'un pour que tu signes ta décision, on envoie tu un homme ordinaire. Donc ils ont envoyé un député d'ici là qui est parti avec que Gbagbo signe. Comme ça, quand Gbagbo signe, quand on envoie ça, c'est pas le gouvernement français qui a négocié. Donc le gouvernement français n'a jamais négocié avec Gbagbo, mais Gbagbo a signé. Que bon, il va désormais gérer les intérêts français en Côte d'Ivoire. Mais il a refusé de signer ce papier-là. C'est pourquoi on l'a arrêté. Donc, qu'est-ce que nous on doit faire? Il y a des démocrates qui ont le droit de défiler à la rue pour dénoncer l'impérialisme. Mais moi, je ne me sens pas concerné. Parce que je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Le gars qui est à Abidjan, il a menacé le régime en Côte d'Ivoire. Il a dit au micro que je vais frapper ce régime à Abidjan, il va tomber bientôt. Alors, pourquoi moi je ne peux pas dire devant le micro que Ouattara, on va l'attraper, on va le fusiller? Pourquoi? Il faut au moins déplacer un moment donné la peur dans son camp. C'est à lui de minimiser. S'il considère que, oh, mais Doza, il n'a rien à manger, il ne sait même pas où dormir à Paris, il dit ça comme ça pour rigoler, mais il va être surpris un matin, on va sortir de l'homme pour la taper. Il va se demander comment on est venu. Donc, ça là, ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais les gens sont libres de dire, bon, comme dit Kouon Philippe, ah, mais Doza, il dit ça, mais bon, après, il n'y a rien. Quand Dieu veut frapper, il prend 7 jours pour frapper. 7 jours. Tu l'attends au premier jour, il n'est pas au premier jour, il est au deuxième jour. Tu l'attends au deuxième jour, il n'est pas là. Il vous a 7 jours. C'est comme ça qu'il a fait tomber la montagne de Jéricho. Donc, il faut faire très attention. J'ai dit que ce type-là, on va l'arrêter. On va le prendre. Ce n'est pas une plaisanterie. Ceux qui veulent aller aux élections avec Ouattara, comme dit mon ami Douadi, ils sont libres d'aller aux élections avec Ouattara. Mais moi, j'ai écrit sur Bois Business que ceux qui veulent aller avec Ouattara aux élections, ils prennent de l'engagement contre le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara, c'est un assassin, c'est un criminel. Ouattara n'aime pas les élections. S'il aimait les élections, il a lutté pour qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution soit révisée, dans le cadre démocratique. Oui. Nous, quand on combattait le parti unique ici, là, le parti unique n'accepte même pas l'existence d'un parti. Parce que Niabé Krabé a voulu désobéir à cette injonction par Oufo Boigny en utilisant l'article 7 là, pour créer son parti qu'on a tué 4000 personnes à Gaïwa. Donc on a toujours respecté. On a toujours respecté les institutions de la République. On a fait des cassettes, on a fait des petites réunions et Oufo est tombé dans le cul des enfants. On n'a jamais attaqué le régime ivoirien. Oufo est mort de sa belle mort. Pourquoi Ouattara, lui, ne peut pas souffrir ça? La Constitution ivoirienne dit que toi, tu n'es pas ivoirien. Il faut passer le temps à faire toutes les campagnes, expliquer aux gens que la Côte d'Ivoire est un pays qui a été longtemps aujourd'hui envahi par les étrangers et beaucoup d'étrangers ne sont pas répartis, ils ont fait des enfants dans le pays. Donc il faut que les Ivoiriens réfléchissent, essayent d'adoucir la Constitution pour que moi aussi je puisse être candidat. S'il fait ça pendant 5 ans, les prochaines 5 ans, peut-être même que les Ivoiriens pouvaient accepter. On sait qu'il aime la Côte d'Ivoire. Mais tu dois louer une rébellion. Et tu vas, tu amènes au Burkina Faso s'entraîner. Les Ivoiriens sont en train de dormir. Et puis à 4 h du matin, tu viens à tes rebelles pour tuer les pauvres personnes de sang-froid qui ne sont même pas impliquées même dans la crise politique. Vous les tuez de sang-froid. Tu vois? Un homme comme ça, quel discours tu veux qu'on tienne avec lui? Quel discours on peut tenir? Je cherche même un discours contre Ouattara, mais il n'y a pas de discours. Ouattara, on peut pas. Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il a reconnu. Il dit que c'est Gbagbo qui a signé un décret, le décret 48, l'article 48 de la Constitution pour lui permettre d'être candidat. Et comme les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas continuer à leur Constitution, il va utiliser le même décret pour être candidat en 2015. Ça veut dire qu'il a reconnu qu'il n'est pas Ivoirien. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit lui-même là. Donc il reconnaît qu'il n'est pas Ivoirien. Donc quand tu n'es pas Ivoirien là, tu es quoi alors? Tu es un imposteur. Tu es assis sur le fauteuil présidentiel d'un pays qui t'a accordé la nourriture. Et en récompense, tu tues le peuple de ce pays-là. Et tu prends le fauteuil présidentiel, tu t'assois. Et lui, il dit à San Pedro,
Hein, les gens qui veulent faire le machin, on les attend ici. Ah oui, ça a vu la maison? Le propriétaire de la maison, là, quand il a construit là, il a mis beaucoup de machins pour rentrer dans sa maison. Il y a des trous qu'il ne connaît pas. Peut-être même que sur son lit, même, il y a un trou pour entrer. Et la personne va entrer par le trou, là, le temps que tu réveilles, déjà le couteau est dans ta gorge. Mais par où tu as dit, c'est ma maison. C'est ça qui va lui arriver. Donc, quand on voit ça là, je ne parle pas du tout et je ne veux pas un discours tendre. Parce que contrairement à beaucoup de personnes, j'ai vu les morts d'Abidjan. Les morts ont été ramassés pendant 3 mois. C'est pas 10 mois, c'est 3 mois. Les morts policiers à Yopougon, on ne peut même pas aller dans le quartier. Les gens étaient en décomposition. Donc quand on parle de Ouattara, ce n'est pas une plaisanterie. Non, c'est un assassin, c'est un criminel. Et je vais le dire devant toutes les chaînes de télévision. Moi c'est Kwame, non? C'est Kwame. Voilà. Abel Kwame. Albert, hein? Il dit que quand on veut tuer Paul, on ne le dit pas. Mais j'ai dit pourquoi il dit que Ouattara, on va l'attraper. Puisque Ouattara a été le premier à menacer les institutions de la Côte d'Ivoire. Il a fait la même chose. Voilà. Non, mais on reprend. Donc, j'ai répondu à Douagui. Maintenant, notre ami Camara dit qu'il faut qu'on aille devant les juridictions. Mais Camara, il est en France depuis des années. Combien de jeunes noirs qui ont été tués ici par la police? Et on n'a même pas mis même les policiers ne servent en garde à vue. Après la lutte des droits civiques aux États-Unis, encore et surtout depuis 1966 par Martin Luther King, qui a été succédé par Malcolm X, qui a été succédé par les Black Panthers. Aujourd'hui encore on tue les Noirs, des années après, 50 ans après, il se trouve des policiers pour tirer sur les Noirs. Comme on va à la chasse, on tire sur les Noirs. Et puis c'est tout un tribunal populaire qui dit que le policier est en légitime défense. Or, quand c'est le contraire, là, c'est difficile à gérer. Bon. Vous savez, l'armée française a tiré devant le Télébois, à Abidjan. Sur des enfants désarmés. Tu vois? Maître Hamza est venu ici avec tout ça pour tenter de porter plainte à l'armée française à Bruxelles. Babo a demandé à Tagro de dire à RFI qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un. En pensant que la France allait prendre en compte son humanité, en se disant que je préfère sacrifier mes enfants à moi, et puis vous laisser comprendre le combat qu'on mène en Côte d'Ivoire. La France a considéré que le président ivoirien a donné sa parole, qu'il ne passera pas plainte contre la France. Et puis la France, ça l'avait les mains. Ça ne les a pas empêchés en 2011 de bombarder encore Abidjan. Donc, les Blancs là, je les ai étudiés. Je n'ai pas eu le temps qu'à faire ça. Le Blanc ne s'assoit autour d'une table avec toi que quand tu mets ses intérêts en danger. C'est la seule chose qu'il le fait. C'est la seule chose. Si nous ramenons la Côte d'Ivoire d'un gouvernable, là, on va trouver des interlocuteurs à Paris pour dire bon, on va lui donner un truc provisoire. Il va aller à Abidjan, mais il va venir répondre chaque 6 mois devant ces pays des crimes qu'il a commis. C'est tout. Donc, on connaît la leçon. Et c'est dans ça là que je suis. Voilà. Parce que je connais le blanc. C'est quand on ne connaît pas le blanc qu'on se trompe. Moi, je ne veux pas que le blanc soit démocrate. Le blanc n'est démocrate qu'avec son frère de race. Il n'est pas démocrate avec l'Africain. Encore même à l'aise sur moi, il n'est pas démocrate. On l'a vu en Afrique du Sud. C'est le système, l'apartheid. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut décider dans un pays, de laisser les blancs gagner 2 ou 3 fois plus que les noirs. Ça ne gêne personne. Quand un pays peut décider ça, ça veut dire que le racisme là est tellement intégré dans les mœurs de ce pays-là qu'avec eux, il n'y a que la force. Voilà. On va aller vers la fin. Il y a un truc à dire. Les Français, c'est Dieu. C'est-à-dire les Français militaires qui sont morts à Yopougon, sont-ils morts? Les Français les Blancs qui sont morts à Yopougon, ce sont les mercenaires blancs qu'on appelle ici la Légion étrangère. C'est eux qui vont en avoir en avant. Voilà. Donc quand eux ont fini de faire le sale boulot, l'armée française maintenant vient. C'est pour ça, quand vous tuez des Blancs habillés en képi, on ne les signale pas à Paris puisqu'ils n'ont pas de parents. Maintenant, si c'est des petits Blancs qui sont habillés, qui sont dans l'armée officielle, ils ont des femmes ici, donc quand on les tue, ça automatiquement la France réagit puisqu'il y a des soldats français qui sont morts. Mais quand on tue
les légionnaires là. Non. Et ça là, les enfants ne savaient pas. C'est pour tout ça là que je suis resté là pour les éduquer. Parce qu'il faut la conscientisation. Voilà. Le gars qui porte le képi là, c'est pas un Français. Il faut tuer celui qui est habillé là, en tri là, qui porte un numéro ici avec son nom. C'est lui là qu'il faut tuer. Là au moins, sa famille va le réclamer à Paris. Et bon, on va les dire, mais on l'a tué parce qu'il est venu occuper la Côte d'Ivoire. Voilà le combat.